Alors, donc, oui, le numérique, on va commencer premier point, à parler de ce contexte technologique, parce qu'on ne peut pas parler d'épigraphie numérique ou de l'incidence du numérique sur l'épigraphie sans donner quelques éléments de contextualisation technique et technologique, puisque nous sommes dans un système qui désormais, on parle même d'un écosystème. Comme tous les écosystèmes, ils ont tendance à être englobants, et voilà comment on passe de l'écosystème environnemental des territoires de cité à l'écosystème numérique. Vous voyez qu'on essaie quand même de faire des transitions entre les deux parties de sa carrière. Et puis, il y a quelques définitions complémentaires à ajouter pour bien être au clair sur ce que n'est pas du tout l'épigraphie numérique, mais ce que c'est à différents niveaux, avec les notions de portail, ressources et édition en ligne, parce qu'on s'aperçoit que cette épigraphie dans le contexte du numérique, eh bien, c'est une forme d'archipel où les éléments sont connectés entre eux, comme dans tout bon archipel. Et puis, après, eh bien, je mettrai l'accent, comme je l'ai annoncé dans mon résumé de présentation, sur l'incidence de ces technologies sur la discipline, c'est-à-dire la définition de l'objet d'étude, et sur le métier, c'est-à-dire qu'est-ce qui change. Alors, du point de vue des lecteurs, on sait très bien que tous les chercheurs sont à la fois des lecteurs et des producteurs. Donc, qu'est-ce qui, effectivement, du point de vue du lecteur usager, mais ça, j'insisterai pas parce que vous êtes tous déjà forcément des usagers des publications en ligne, qu'elles soient épigraphiques ou autres, donc vous savez bien qu'est-ce qui a changé par rapport à la consultation d'un livre. Je mettrai donc plutôt l'accent sur ce que ça change pour les éditeurs, avant de donner quelques éléments sur ce qui se passe demain, parce qu'effectivement, nous sommes, on pourrait dire, le contexte actuel, c'est celui, l'équivalent de l'époque des incunables, c'est-à-dire le moment où un nouveau régime de la pensée et de la communication du savoir se met en place, exactement comme au début de l'imprimerie. Et donc on tâtonne un peu beaucoup, parce que nous sommes en fait dans une période qui ne remonte pas assez loin. Et je suis heureuse ici d'avoir parmi nous Jean-Yves Empereur, qui fut mon secrétaire général, donc révérence absolue et éternelle, et qui était un pionnier à son époque, puisque à l'époque de l'EFA, quand j'étais membre, les ordinateurs étaient dans une ou deux pièces, et puis il y a aussi Kelly là-bas qui faisait partie du groupe des pionniers de l'époque, c'est-à-dire que c'était les gens qui commençaient à faire de l'encodage, on parlait déjà de ce mot-là, autour de technologies IBM. Il y avait aussi Anne-Marie Guimier-Sorbet et René Ginouvès, qui dans ce domaine-là avaient perçu, comme toi, que eh bien, c'était sans doute quelque chose qui était en devenir dans son application aux sciences humaines. Donc aujourd'hui, on en est là, on est quelques années après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de cet ordre-là, mais quelques années après, on est quand même encore à un moment où nous sommes sur des débuts et où eh bien, nous tâtonnons tous ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de participer à cette élaboration, parce que je crois que c'est le seul moyen de s'assurer qu'on transmet correctement entre un âge et un autre. C'est également ce que j'ai présenté dans mon résumé. Et puis enfin, je terminerai en donnant quelques informations sur la façon de se former, puisque, eh bien, quand il y a du nouveau, le seul moyen, c'est de se confronter à ces nouveautés, et pour s'y bien confronter, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que de retourner sur les bancs de l'apprentissage, mais c'est aussi ça qui, d'une certaine manière, nous garde en forme et nous garantit la jeunesse éternelle. Alors, donc, je m'explique 5 minutes sur cette image qui sert de visuel, comme on dit maintenant, à l'annonce de la conférence et la façon dont je l'ai composée. Donc, il y a ce nuage de petits ronds qui représente
ce que l'on appelle le graphe des données liées à la date de 2017, c'est-à-dire dans ce nouvel environnement pour la recherche et pour la production des données, eh bien, il y a des éléments qui se connectent entre eux et qui représentent un graphe, et les différentes de couleurs correspondent aux domaines de spécialité, donc la médecine, les arts, etc. Bon, on ne cherchera pas l'épigraphie parce qu'elle n'est pas encore, disons, à ce niveau de granularité qui permet de la représenter, mais on voit bien que, effectivement, le rouge, c'est quand même les médecins, c'est-à-dire que c'est eux qui sont les plus en avance et les plus productifs dans le domaine des données liées. Et puis, j'y ai associé un visuel dont je reparlerai tout à l'heure, pour rappeler que quand même, quand on parle d'inscription et quand on parle d'épigraphie, c'est-à-dire la discipline qui parle des inscriptions, qui étudie les inscriptions, on parle d'abord et avant tout d'une réalisation matérielle, c'est-à-dire de gens qui, avec des outils de sculpteurs, sont assis face à un mur et sont en train de fabriquer, de graver une inscription. Et ça, ce n'est pas non plus indifférent dans notre démarche. Alors, je commence par me placer sous l'égide d'autorités académiques universellement reconnues. Si vous êtes curieux, vous irez chercher sur YouTube, un endroit que tout le monde fréquente quand même, une conférence qui a été diffusée le 16 mars, donc vous voyez qu'on est dans l'actualité la plus proche, puisqu'on est le 19, une conférence de Robert Darnton, donc tout le monde le connaît, c'est un historien qui actuellement est directeur de la bibliothèque de la prestigieuse université de Harvard, qui est toujours en tête, la première dans le ranking des universités mondiales, et Robert Darnton, donc présentant ce que l'on appelle ce contexte global du tournant numérique ou de la révolution numérique, affirme, je vous avoue que je ne crois pas aux jérémiades, parce qu'il parlait français dans le texte, qui annonce la mort du livre et l'obsolescence des bibliothèques, alors même qu'il est en train donc de présenter ce que sont les nouveautés et la création très récente de la Bibliothèque centrale nationale numérique des États-Unis. Et par ailleurs, il rappelle qu'il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle technologie qu'est le numérique, en rappelant que lui-même, qui est un historien du livre et de la période pré-révolutionnaire en France, rappelle que donc l'histoire du livre nous apprend, je continue à le citer, qu'un nouveau moyen de communication ne chasse pas les médias qui existent déjà, du moins dans la courte durée. Mais cette courte durée peut durer 2 siècles, donc on se rassure. L'édition manuscrite a fleuri pendant 2 siècles après Gutenberg. La télévision n'a pas tué le journal, Internet n'a pas liquidé la télé. Les livres, les bibliothèques ont un rôle crucial à jouer dans l'avenir de l'écosystème numérique. Et donc, c'est ce mot sur lequel je vais rebondir immédiatement, pourvu que l'intérêt public soit défendu. Et ça, ce qu'il place, on va dire, après la virgule est très important, parce qu'effectivement, il faut que le contexte de libre circulation du savoir, et c'était l'objet en fait de cette réunion placée sous l'égide du périodique, du journal en ligne Mediapart, que de parler effectivement des problèmes de rapport entre la démocratie, la circulation du savoir et des informations et du contexte numérique. Donc, en se plaçant sous l'égide de Robert Darnton, on peut dire qu'il ne faut pas avoir peur du numérique en se disant « ça y est, le livre est mort ». Non, le livre n'est pas mort, mais très certainement, enfin le livre, le format livre ou le format imprimé ne sont nullement morts. Par contre, sans doute que, comme dans tout bon système, il va y avoir une transformation et une adaptation, un nouveau moyen, on va dire, d'accéder au savoir et de le produire, étant déjà en train de s'implanter, ce que l'on appelle le numérique.
Donc, deuxième chose sur laquelle que je veux placer en introduction, il faut bien se rendre compte, une fois qu'on en a pris conscience, je crois qu'on peut aborder ces questions sur le numérique avec un peu plus de sérénité. Nous prenons, nous autres, conscience assez facilement, puisque nous sommes des archéologues, que ces liens entre la technique et quand on se livre à une archéologie du travail savant, on voit très bien qu'il y a un rapport dialectique, de toute manière, entre la pensée et l'outillage de la pensée. Ça a commencé dans l'Antiquité, ça a continué dans la galaxie du livre, et donc on voit bien qu'actuellement, eh bien, ce que nous vivons et enseignons est lié à un format qui est celui du livre, de la page et de l'imprimé. Il va falloir s'adapter, principe de darwinisme, pour que tout ce qui a été élaboré dans ce contexte et en s'adaptant à cette technique qui est celle du livre et de l'imprimé puisse être transmis, parce que l'activité intellectuelle, elle reste, mais elle reste en étant aujourd'hui confrontée à cette nécessité de converser dans un autre système englobant. Alors ce système englobant, qu'on appelle l'écosystème numérique, eh bien qu'en est-il ? Je ne veux absolument pas rentrer dans les détails d'explication de ce qu'on appelle le web de données ou le web sémantique. Vous trouvez en français, c'est pour ça que je présente toujours ces pages, parce que c'est vrai que dans le numérique, on est assez rapidement confronté à la nécessité de devenir très habile dans le vocabulaire informatique en anglais, parce qu'il faut bien reconnaître que nos collègues américains et anglais ont pris une grande longueur d'avance par rapport aux Français dans tous ces domaines-là. Néanmoins, la BNF fait un travail de fond formidable autour de l'information qui est donnée, les explications, et donc vous trouvez des consacré à ce web de données ou web sémantique, et d'autre part insiste aussi sur ce contexte social, puisqu'il est indissociable du fait que la nécessité de l'accès libre est pour la recherche bien sûr un principe clé depuis toujours, l'accès libre aux bibliothèques, etc. On le sait que c'est quelque chose qui nous est fondamental, mais désormais c'est une obligation technique et technologique. Si on met des barrières à l'accès à la donnée qui est publiée sur le web, eh bien on entrave non seulement bien sûr la possibilité de la recherche, mais surtout on empêche les machines de fonctionner. Et donc en empêchant les machines de fonctionner correctement, c'est-à-dire de se connecter entre les données, eh bien là, on entrave effectivement les possibilités de la recherche et de l'activité intellectuelle. Alors, on continue. Juste un rappel sur les origines de tout ça, c'est le principe de lier les ressources sur le web est né il n'y a pas si longtemps que ça finalement, puisque c'est un certain Tim Berners-Lee, et donc tout le monde fait bien la différence entre l'Internet et le web, qui sont deux choses différentes, même si en français on a tendance à prendre l'un pour l'autre et à dire que ça doit être la même chose. L'Internet, si vous voulez, c'est la manière de parler du système, du réseau de transport, toutes modalités de transport confondues. Si on prend une métaphore routière, ça aide à comprendre les choses. Le web, c'est une des modalités de circulation sur l'Internet. C'est comme si on parlait du web en disant c'est les trains. Le train n'est pas la totalité du réseau de transport. Bien. Alors, donc, celui qui invente le web, c'est Tim Berners-Lee, quelqu'un qui vit toujours, heureusement. Il vient dans très peu de temps à Lyon, dans le cadre de la webconférence annuelle. Et donc, alors qu'il était au CERN en 90, c'est lui qui invente une architecture, celle qu'on va appeler le web, qui consiste effectivement à poser des liens et qui, en même temps, donc, pour que cette architecture se déploie correctement en réseau, implique que, il faut harmoniser les procédures
standardisé. Alors ce sont des mots qui parfois nous font peur, bien que nous soyons déjà dans un monde qui est terriblement normalisé, hein, à commencer par exemple par les formats de livres, pour qu'on puisse les ranger sur des étagères de bibliothèque. Donc les normes ne sont pas des choses qui doivent nous effrayer en tant que telles. Il ne s'agit nullement de standardiser des contenus, mais de permettre la connectique, ce qui est différent. Hein. La canette est un format standardisé, les contenus ne le sont pas. Bon. Donc, c'est seulement lorsque l'on a observé cette nécessité des protocoles, des procédures techniques et technologiques et des standards qu'on peut aboutir à ce déploiement qui est de nature exponentielle et qui pose les liens entre les données, d'où ce graphe. Vous le voyez, le graphe des données liées, en 2011, il était encore petit, et puis maintenant, il a encore grandi comme on le montre. Deuxième nécessité, pour que les données dont nous parlons, et donc on ne parle pas forcément encore maintenant d'épigraphie, hein, on parle des données en général, et des données, ce sont tout ce que nous produisons au quotidien, de l'information, tout ça, ça constitue de la donnée, qui peuvent se connecter entre elles. Il faut qu'elles respectent ces données, protocoles, standards, selon des principes qui sont résumés sous la forme de cet acronyme anglais qui aboutit à l'adjectif faire. Alors c'est un jeu de mots, on va dire en français, on va traduire par juste et bon. Donc pour que ce soit faire, pour que ce soit juste et bon, il faut que les données, quand elles sont produites, respectent 4 principes. Et ça c'est très important parce que ce qui détermine en fait la limite entre faire quelque chose que l'on peut vraiment qualifier de numérique et ce qui ne l'est pas, tout en étant éventuellement posé quelque part sur Internet. Donc, pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit utilisable dans ce contexte du web de données connectées, il faut que la donnée soit dans un format repérable sur le web. C'est le F de findable. Il faut qu'elle soit accessible. C'est le A. Ça se dit aussi bien en français qu'en anglais de la même manière. Accessible, ça veut dire qu'une machine va pouvoir atteindre la donnée et en faire quelque chose, la faire parler, donc qu'elle soit structurée conformément aux obligations pour que la machine puisse fonctionner. Les machines, ce sont des serveurs, des ordinateurs. Hein. Ensuite, il faut que les machines soient interopérables, c'est-à-dire connectables à d'autres ressources et réutilisables, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que les formats utilisés soient interchangeables mais surtout reproductibles parce que, bien sûr, le grand épouvantail que nous avons devant nous depuis des années, mais qui commence à s'estomper parce que plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que cet épouvantail recule, c'est celui de la pérennité des fameuses données numériques. Mon Dieu, est-ce qu'un jour le grand crack et tout disparaît? Alors on a vécu, les plus vieux d'entre nous ici, ont vécu le passage à l'an 2000, où on nous avait déjà décrit que dans le monde numérique, tout est allé s'effondrer, puis on s'est aperçu que non, la transition a pu se faire. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des formats qui, effectivement, évoluent, mais s'ils ont été, dès le départ, conçus pour être transformables. Donc, si on respecte ces 4 principes, dans la création des données numériques, on va pouvoir faire les différentes opérations qui sont résumées sur la grille de service de cette infrastructure nationale qu'on appelle Humanum en France et qui est donc la très grande infrastructure pour les sciences humaines, c'est-à-dire qu'on va pouvoir publier, on va pouvoir archiver, on va pouvoir signaler, hein, le findable devient, vous pouvez être repéré quand vous publiez sur le web. On va pouvoir exposer ces données, c'est-à-dire être accessible pour une machine. On va pouvoir diffuser, publier,
traiter, stocker, c'est-à-dire assurer une transmission par transformation progressive des formats au fur et à mesure que les évolutions techniques et technologiques se font. Alors, un autre principe très important pour comprendre comment tout ça fonctionne, c'est la première apparition ici des langages du web, parce que pour assurer le principe faire juste et bon, et pour pouvoir faire les opérations qui sont donc associées, eh bien, il faut donc respecter ces standards et ces protocoles. Alors, tout le monde connaît, je crois, le fait que quand vous utilisez votre traitement de texte, eh bien vous savez tous que vous avez des raccourcis. Ces raccourcis correspondent en fait à des balises HTML qui ont une incidence sur l'apparence du texte. Vous tapez et puis ensuite vous faites pomme I ou bien commande I sur votre PC et ce que vous avez mis entre les deux balises I, eh bien, se transforme en une apparence qui est de l'italique. Alors ça, c'est le principe de la séparation du fond et de la forme pour un affichage sur un écran, mais aussi pour la préparation d'un manuscrit en termes de traitement de texte. En fait, là, ce dont je veux parler, c'est d'une autre forme de préparation de vos données avec un langage qui est bien plus intéressant que le langage HTML, qui est le langage XML. Alors, qu'est-ce que fait la balise XML? Celle que nous allons utiliser justement lorsque nous allons faire des annotations sur le texte, par exemple, d'une inscription. Eh bien, c'est que nous allons expliciter ce qu'est le contenu. Par exemple, dire que Kawe Kanem, eh bien, on va l'entourer de deux balises qui vont dire c'est une langue étrangère par rapport à la langue que j'ai déclarée comme étant la langue principale de mon document. Et puis, on pourra même mettre un attribut sur cette balise en précisant que cette langue étrangère est du latin. Donc, vous voyez comment le langage de balisage qu'on appelle le XML est un langage, en fait, qui permet d'accrocher l'équivalent de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, souvent dans des notes de bas de page. Et ça, donc, c'est un point extrêmement intéressant. Du point de vue des opérations intellectuelles, tout reste absolument identique. On continue à penser et à faire, on peut dire, notre métier exactement comme nous le faisions autrement. Par contre, ce sont les modalités de fonctionnement technique qui sont en train d'évoluer. Donc, je vous demande... Vous avez compris le principe, hein, quand vous dites morphologie historique du grec, eh bien, en mettant de chaque côté la balise title, vous déclarez que c'est un titre, et ce titre, ensuite, eh bien, un autre système de transformation automatisé pourra décider que votre titre, eh bien, vous le voulez en italique, mais vous pouvez le vouloir en vert, et puis le coup d'après, vous voudrez le vouloir en rouge. Ce sont des transformations successives qui s'opéreront, mais ça restera toujours parce que vous avez déclaré dans votre balise qu'il s'agit d'un titre. Et donc, vous voyez comment le changement là s'opère sur la manière d'aborder le contenu. Et puis, bien sûr, quand on passe au grec et à la notation, par exemple ici, de cette inscription, eh bien, vous pouvez, dans votre balise, déclarer que aplouni ici, c'est une forme de datif dialectal. Et donc, vous voyez comment, là, effectivement, on peut rentrer dans un autre niveau d'activité. Alors, pour bien me faire comprendre comment ça fonctionne, après on ira plus vite. Tout le monde sait faire une ratatouille, enfin peut-être tout le monde ne sait pas faire une ratatouille réussie. Pour faire une ratatouille réussie, le secret, c'est de cuisiner séparément chacun des ingrédients. On est bien d'accord? Donc, l'ail d'une certaine manière, les oignons d'une autre, etc. Puis ensuite, vous les mélangez. Votre ratatouille. Ceux qui font autrement ne font pas des bonnes ratatouilles. Le plat de ratatouille, deuxièmement, une fois qu'il est fait, il peut être utilisé dans des plats encore différents. Il devient un ingrédient.
Donc vous avez produit une ratatouille, et cette ratatouille, vous en faire, d'abord, vous pouvez faire simplement un plat de ratatouille, mais vous pouvez faire une tarte à la ratatouille, vous pouvez faire un cake à la ratatouille, vous pouvez faire, je ne sais pas trop ce que c'est, une pizza ratatouille peut-être, et des choses à la ratatouille. Bon, et ainsi de suite. Donc vous dérivez de votre ratatouille des formats différents qui déclinent pour des convives différents, des occasions différentes, votre ingrédient ratatouille que vous avez bien cuisiné à partir d'ingrédients séparés. N'oubliez pas la recette fondamentale. Bon, eh bien, si vous savez faire ça, vous savez publier des données dans le web sémantique. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez comment on passe de la ratatouille à la datatouille. Et donc, c'est la recette des données liées. Donc, le secret de la réussite dans ce domaine-là, c'est non pas de vouloir tout rassembler dans un seul lieu, mais de préparer vos données séparément. Donc, vous créez pour les besoins propres, par exemple ici, un catalogue de bibliothèque. Au-dessus, vous aurez des éléments d'estampage. Je prends au hasard comme ça. On aura au-dessus des photos. On aura au-dessus une édition de texte. On aura au-dessus les publications qui sont elles-mêmes sur une plateforme de publication. Et tout ça, eh bien, vous pourrez les convoquer dans votre publication web en tant que de besoin. L'élément qui va organiser votre publication web étant la question de recherche, qui reste l'élément, bien sûr, organisateur principal et essentiel. Et puis, donc, après, on choisit aussi les données telles qu'on veut les publier. Et puis, ces données peuvent être elles-mêmes le point de départ vers de nouvelles formes de dissémination ou de réutilisation. Conclusion sur l'écosystème numérique, vous aurez donc compris que, eh bien, on a quand même devant soi une forme de, on va dire, rénovation, des changements. J'aime pas parler de bouleversement, parce que quand on est bouleversé, c'est qu'on est mal. Mais là, au contraire, on va dire, ce sont des possibilités nouvelles qui s'ouvrent. Et dans le domaine de la recherche, on pourrait dire que les chercheurs devraient se réjouir de voir que eh bien, c'est du nouveau qui s'offre devant eux, et non pas la réplique pour la millième fois de ce que l'on fait si bien depuis le début du XIXe siècle. Donc, je cite de nouveau Robert Darnton pour dire que les technologies numériques, premièrement, sont donc un cadre qu'il faut un minimum connaître pour pouvoir se les approprier. Ça, c'est le premier point, et c'est pour ça que j'ai commencé par mon point 1, qui était de vous assommer avec ma ratatouille et mon XML. Deuxièmement, ces technologies, et ça c'est du Robert Darnton dans le texte, donnent accès à des données mobilisables pour la recherche dans une proportion et avec une facilité d'accès sans commune mesure avec ce que nous avons connu dans les périodes précédentes. Et enfin, ça c'est quand même un aspect auquel nul ne peut être insensible, c'est une possibilité numérique, permettre une diffusion beaucoup plus large des résultats de la recherche, avec en plus des possibilités de distribution multimodale. Vous vous souvenez ici, entre les chaussons, la pizza et la tarte à la ratatouille, eh bien, ça veut dire que vos mêmes données élaborées en fonction de votre question de recherche sont elles-mêmes effectivement publiables pour des publics différents, mais toujours à partir de la même source. Et donc, on ne refait pas 25 fois le même travail. Définition complémentaire, je vois qu'il faut que j'accélère un petit peu. Bon, on ne va pas s'apesantir, on est bien d'accord. Quand on parle de numérique, on ne parle pas de numériser des livres, même si les opérations de numérisation de livres sont extrêmement intéressantes. Mais il n'est pas question de mettre en ligne des pages dans lesquelles on ne peut rien faire, parce que sinon on n'est pas faire, on n'est pas accessible, etc. Et ça ne consiste pas non plus à publier sous la forme de PDF téléchargeable qu'on met en ligne.
ça veut dire aussi que les publications qu'on peut trouver actuellement sur le web, qui ne sont pas associées à des métadonnées exploitables par les machines, ne remplissent pas complètement le cahier des charges du numérique. Hein, parce qu'on peut être posé sur le web quelque part, mais si on ne peut pas aller vers vous, si on ne vous trouve pas, sauf à ce qu'on vous donne votre adresse, il y a un problème, parce que vous ne pourrez pas rentrer dans ce grand maelstrom des données liées, et c'est dommage, puisque sans doute ce que vous publiez est extrêmement intéressant, mais si vous ne pouvez pas converser, si les machines ne peuvent pas aller vous chercher, eh bien c'est une perte pour tout le monde, pour vous, mais également pour les autres. Et surtout, autre chose extrêmement essentielle pour nous autres chercheurs, on sait très bien l'importance dans nos démarches de recherche de la référence et de la citation. Nous pensons parce que nous nous appuyons sur les recherches antérieures. Et nos nouvelles recherches qui sont publiées sous un format et avec des modalités numériques doivent être citables tout autant. Hein. Donc on ne peut pas citer un PDF. Parce que le problème, c'est d'aller au mot, d'aller à l'endroit, à la phrase que l'on veut citer. Donc, il faut absolument que, grâce à ces nouvelles technologies et le respect surtout de ces principes du faire, eh bien, nous préservions ces modalités qui, pour nous, sont fondamentales. La recherche s'appuie sur des sources, qu'elles soient primaires, qu'elles soient secondaires, mais nous sourçons, et d'où les enjeux aussi, bien sûr, dans l'actuel, là pour le coup, maelstrom, que représente la circulation de l'information non sourçable, non vérifiable sur Internet. On voit les enjeux pour la société, mais bien sûr, dans une moindre mesure, ces mêmes enjeux existent pour la science. Donc, dans le contexte de l'épigraphie, dans le contexte du web sémantique, c'est un archipel, hein, ou plutôt un réseau de liens qui aboutissent soutenir la discipline, hein, qui doit tenir en l'air hein, exactement comme ce magnifique pont suspendu. Donc, là aussi, nous retrouvons exactement les mêmes principes, parce que c'est toujours des esprits humains qui organisent tout ça. Donc, de la même manière que dans la galaxie Gutenberg, nous faisons très bien la différence entre des catalogues qui recensent, mais qui ne donnent pas accès au contenu. C'est le principe du catalogue de bibliothèque. On vous dit ça existe. On peut vous donner des mots-clés pour vous suggérer d'aller ouvrir le livre. Enfin, a priori, la bibliothèque n'a pas pour mission de vous lire le contenu de tous les livres. Donc, il y a de la même manière, dans le contexte du numérique, et là, je m'approche beaucoup plus, bien sûr, de l'épigraphie, des sites portails qui signale l'existence de ressources de type épigraphique. Alors, c'est la mission qui a été assignée au portail européen Eagle, Eagle étant un acronyme, mais aussi, d'une certaine manière, Papyri-Info, qui là joue le double rôle à la fois de portail, mais de réservoir commun pour tous nos collègues papyrologues. Il y a le EDH de Heidelberg, qui est un instrument ancien, mais qui est au départ une base de données, puis qui de plus en plus évolue vers l'intégration d'édition, mais donc c'est un instrument de recensement. C'est aussi ce que fait Trismegistos, c'est aussi ce que fait Pelagios. Je préfère avancer dans tous ces... pas rentrer dans les exemples, parce que si on se met à regarder chacun des sites, c'est largement le temps de parole qui m'est accordé. On pourra revenir après sur un ou deux exemples, mais là je préfère un peu continuer à vous donner des indications un peu générales pour être bien d'accord que, à côté de ces portails qui sont en gros des moissonneurs, si vous voulez, qui justement font ce travail à un niveau de spécialisation qui est quand même très important, c'est l'ensemble d'une discipline, la papyrologie, l'épigraphie, ils vont moissonner des données qui ont été préparées correctement. Et ils vous disent, très bien, nous utilisons tous le même référentiel géographique, la même manière de déclarer le contenu, eh bien, vous pouvez apparaître
sur notre site. Ensuite, eh bien là, on a la construction de référentiels qui sont plus spécifiques et se spécialisent, alors, soit sur les noms géographiques de toponymes de l'Antiquité, bon, ça tout le monde connaît, je crois, Pléiades, d'ailleurs, je me demande si Pléiades, j'aurais pas dû le mettre sur la diapositive d'avant, mais il n'y avait plus de place. Ici, là, les référentiels spécifiques qu'on va avoir pour l'épigraphie, eh bien, ça va être une manière de recenser, en fait, en moissonnant toutes les publications épigraphiques, les personnes. Donc, le travail qui a déjà été amorcé auparavant dans le domaine imprimé par le LGPN, que tout le monde connaît ici dans la salle, LGPN qui est lui-même en train de faire sa transition par mise en ligne, eh bien, est, on va dire, élargie par une entreprise qui s'appelle Snap. Et vous voyez que Snap, c'est la question de la mise en réseau des prosopographies de l'Antiquité. Donc c'est une sorte de système qui se met on the top, au sommet d'autres systèmes pour aller plus loin dans la connectique, selon le principe du web sémantique, entre des publications qui déclarent que eh bien, telle personne, tel nom est un nom de personne et qu'il répond à un standard repérable par des sites comme Snap. Je dirais aussi que nous sommes en train de préparer, on n'a pas encore de logo, donc on ne peut pas l'afficher sous une autre forme que sous son nom. Nous sommes aussi en train de préparer, nous, une ressource propre à l'épigraphie sous la forme d'un référentiel signalétique de l'existence d'estampage, et en plus on donne la vue de l'estampage en l'accompagnant de métadonnées. Puis bien sûr, alors on un format auquel nous sommes tous habitués, qui est le corpus. Le corpus avec édition de texte, mais je reviendrai sur cette notion de corpus un peu plus tard, parce qu'il s'avère que dans la façon dont les choses évoluent, vous voyez bien comment les systèmes de classement que j'évoquais tout à l'heure, donc avec des lieux qui se spécialisent dans des fonctions, eh bien, les frontières auxquelles nous sommes habitués deviennent un peu plus perméables. Les choses ne se contentent pas de signaler, mais donnent en même temps une édition. Donc là, on a une reconfiguration de ce qu'on peut appeler l'édition savante, critique, traditionnelle, où chacun eh bien, se contentait dans un format de livre qui était celui auquel nous sommes habitués, mais surtout quand je parle de format, eh bien on sait que les corpus ont tendance à être plutôt hauts, que les répertoires de bibliothèque, au bout d'un moment, eh bien, ils ne peuvent plus être publiés sous la forme d'un répertoire imprimé, etc. Alors donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des choix, et des choix d'éditorialisation. L'autre caractéristique de ces publications de corpus sur le web étant qu'elles peuvent exister de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'on peut très bien ouvrir un site, comme l'a fait Jonathan Prague, qui est enseignant à Oxford, où eh bien, il se propose de recenser toutes les inscriptions, en quelque langue que ce soit, qui se trouvent en Sicile, Sicilie. Et donc, toutes ces inscriptions, eh bien, dans un premier temps, il a décidé qu'il ouvrait sa base de données comme une base de données qui est un répertoire signalétique de l'existence de l'inscription. Parce qu'il dit, si je veux en même temps faire au fur et à mesure les éditions, eh bien, on ouvrira dans 20 ans. Donc, l'autre caractéristique des projets de cette nature-là en épigraphie, mais c'est caractéristique commune à l'ensemble des humanités numériques, c'est qu'effectivement, on peut montrer son site et surtout le publier à des niveaux, à des moments différents de sa propre croissance. Et ça, c'est une différence importante, surtout pour nous autres épigraphistes. On sait très bien qu'il y a un moment où on prépare un corpus, puis on le publie, et puis le lendemain matin, on vous dit « Ah, on vient de trouver 2 nouvelles inscriptions », et à ce moment-là, on dit « Ah, zut, il aurait fallu… » Bon, alors, cette caractéristique du fait que les nouveaux corpus eh bien, peuvent être
complété, enrichi à des niveaux différents. C'est une des caractéristiques nouvelles de ces publications. Alors, là, je vous dis, vu qu'il me reste effectivement une vingtaine de minutes, je préfère vous rappeler ce que vous savez déjà faire, c'est-à-dire que si on se place du point de vue du chercheur-lecteur, eh bien vous savez tous que ce que vous propose un site qui se présente comme un corpus épigraphique, et là j'ai mis le dernier des grands corpus épigraphiques à avoir été publié, qui est celui de Catherine Dobias, publié au cours de l'été, et qui donc produit en même temps les inscriptions de la cyrénaïque grecque et les inscriptions métriques de la cyrénaïque grecque, eh bien, la première chose qui est extrêmement facilitée pour toute personne qui approche ce type de corpus, c'est que comme c'est une base de données informatique, on va pouvoir circuler et chercher des choses dans ce corpus à travers des index qui sont effectivement, qui facilitent la vie de la personne qui cherche quelque chose. Donc la circulation se fait selon des modalités assez différentes. Mais je préfère insister sur ce qui change du point de vue de l'éditeur, parce que je crois que dans la salle, eh bien, c'est ce qui peut plus intéresser un certain nombre d'entre vous et d'entre nous. Donc je vous rappelle que ce qui me paraissait être un point extrêmement important, c'est la façon dont on peut désormais concevoir un projet ici qui va se situer à l'intersection de ressources et qui peut être lui-même le point de constituer en nouvelles ressources, point de départ d'utilisation différenciée. Donc ça a une incidence immédiate sur, me semble-t-il, je l'affirme parce que c'est les conclusions auxquelles j'arrive au bout de quelques temps de pratique, la notion même de corpus est impactée et commence à évoluer. On voit bien Catherine Dobias et tout, on va dire, les collègues qui, jusqu'à maintenant, ont produit des corpus en ligne, se sont conformés à ce qui est l'habitude dans le régime du livre imprimé, c'est-à-dire une composition, une réunion des informations sur le principe prioritaire de la région géographique. Donc on réunit le corpus des inscriptions de la cyrénaïque, de la Béotie, de Thasos, de Delphes, bon, etc. Moins fréquents, mais existants également, sont les regroupements thématiques. On a les corpus des beaux, etc. Il existe déjà en ligne un corpus qui a été mis en ligne par Jean-Mathieu Carbon, justement, autour des lois sacrées. Bon, puis il a eu un peu de mal à trouver la définition qui lui convenait des lois sacrées, parce qu'effectivement, ça fait un bout de temps qu'on la cherche. Alors, moi, il me semble que là, ce qui devient extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement, on peut franchir la barrière de se dire je suis contraint par la localisation, par quelque chose, et on peut trouver de nouveaux principes d'organisation à l'intersection d'une question de recherche. C'est-à-dire je cherche à répondre à telle question qu'on n'a jamais pu poser jusqu'à maintenant en ces termes-là, parce qu'on était contraint par le principe de, à la fin, l'édition imprimée. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est stimulant sur le plan intellectuel. L'autre caractéristique, me semble-t-il, et là je m'appuie sur l'exemple des IG Louvre, c'est que effectivement la contrainte première, bien sûr, imposée la plupart du temps par l'édition imprimée, c'est qu'on vous dit pas de photos, et on a donc défini l'inscription comme étant prioritairement un texte. On a vu tout à l'heure, en regardant ces deux graveurs qui gravaient les noms des soldats canadiens morts
dans les batailles de la Première Guerre mondiale dans le nord de la France, c'est le mémorial de Vimy, on s'aperçoit qu'une inscription, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est de la gravure, c'est de l'écriture matérialisée, et donc c'est le résultat d'une sculpture. Désormais, donc, cette dichotomie habituelle, usuelle, posée quand même par le format de la page et de l'impression depuis le 19e siècle, qui a conduit à ce qu'on dissocie le texte et son support, et qui fait que, effectivement, là, vous voyez, d'un côté, il y a le même document publié en tant qu'objet de catalogue de musée sculpté par Marianne Amiot, et puis l'équivalent en tant que le texte qu'il porte, et là on est dans un corpus d'inscription, ça désormais on peut le réunir, et donc ça change la définition même de l'objet d'étude, ça l'enrichit me semble-t-il, parce qu'on peut être un peu plus proche de ce qu'est intentionnellement une inscription fabriquée pour être vue autant que autant que lue, comme je le dis toujours. Bon. Alors, venons-en aux éléments dont vous avez tous entendu parler, mais que vous avez peut-être un peu dit oui, on verra plus tard. Alors, éditer le texte en utilisant du langage XML, eh bien, ça suppose que vous adoptiez ce qui est désormais le standard reconnu par, on va dire, tous les épigraphistes qui publient sur le web avec l'intention de respecter le modèle FAIR, c'est-à-dire d'être findable, accessible, etc., c'est-à-dire utiliser un sous-ensemble, un substrat de balise XML qui procède de ce qu'on appelle la TEI, c'est-à-dire la Text Encoding Initiative, donc la communauté des gens éditant des textes, c'est-à-dire des choses fabriquées avec du langage humain, quelle que soit la langue, bien sûr. La Text Encoding Initiative, elle est née en 1987, donc elle commence à avoir fait ses preuves. Le langage XML, lui, il est plus ancien, il a bientôt 50 ans. C'est les banques qui ont inventé le XML, donc on peut faire confiance. Ça veut dire que c'est un langage informatique robuste, parce que les banques n'ont pas l'intention de perdre leurs données. Bien. Alors, qui tient le... on le sait, on le dit souvent, celui qui tient les métadonnées et qui tient le langage, tient le monde, c'est tout à fait vrai du point de vue du XML et des banques. Alors, la communauté des gens du texte s'organise dès 1987 pour créer ce système de balises qui consiste à décrire tout ce qui peut caractériser quelque chose qu'on reconnaît comme étant du texte. Et puis, dans les années 90, 99-2000, un certain Tom Elliott, qui vit encore, il va très bien, et qui est en même temps la même personne qui a conçu Pléiades, Tom Elliott a extrait de la TEI un ensemble de balises adaptées à l'édition épigraphique. Et donc, voilà le début de ce qui est aujourd'hui notre standard reconnu, pratiqué, et qu'est-ce qu'on voit dans un format de fichier épidoc? Eh bien, quelque chose qui n'a rien de très choquant pour des épigraphistes, parce qu'on retrouve complètement la structure habituelle de ce que nous connaissons et reconnaissons pour être une édition épigraphique digne de ce nom. C'est-à-dire, on a des métadonnées d'information et puis ensuite une énorme partie dédiée au texte, à sa transcription, à son apparat critique, à sa traduction, à son commentaire, à sa bibliographie. On va dire rien de neuf sous le soleil, sauf que la façon dont on va effectivement équiper ces différentes structures de ce qui reste une édition textuelle, eh bien, va être fait avec le moyen, effectivement, de balises. Alors ça, c'est juste pour vous expliquer que quand on se lance dans Epidoc, eh bien, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Eh bien, il ne faut pas apprendre finalement des choses insurmontables pour des gens qui, comme vous, savez déjà tellement de choses compliquées. D'abord, tout le monde a dû apprendre à servir de son ordinateur et de son traitement de texte. C'est la première étape. Et on a tous fait la transition un jour, enfin en tout cas les plus vieux d'entre nous, qui justement ont dû un jour quitter
ça comme instrument de travail unique et apprendre à taper sur un clavier. Et puis, eh bien, aujourd'hui, les balises qu'il faut apprendre, eh bien, les balises, il y en a, on va dire, une trentaine, une quarantaine, ce qui n'est pas très compliqué à mémoriser. Et surtout, vous avez ce qu'on appelle la chichite, donc c'est-à-dire, on vous souffle. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour décrire d'un côté, non seulement les événements, ce qu'on appelle les accidents de la pierre, donc on continue à baliser les lettres qui ne se lisent pas correctement, le fait que le bout de phrase est cassé, mais aussi tout ce que l'on appelle les entités nommées, c'est-à-dire des éléments remarquables qui auparavant étaient pris en charge par les notes de bas de page, où on signalait que tel personnage, eh bien, c'est un roi, qu'Antigone, eh bien, c'est Gonatas, que ceci est une date, ceci est un lieu, ceci est un événement, ceci est une personne. Et donc, l'éditeur, ensuite, quand on publie, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change. En fait, si, il y a beaucoup de choses qui changent parce que, bien sûr, vous pouvez avoir un premier niveau d'affichage qui ne vous change rien par rapport à une page imprimée. Mais vous avez un deuxième niveau d'affichage potentiel qui est la restitution en ce qu'on appelle le diplomatique, c'est-à-dire ce qui existait dans les premières éditions des IG, qui a disparu ensuite, c'est-à-dire la transcription des majuscules, puisqu'on sait très bien qu'en épigraphie, quand on lit des minuscules accentuées, eh bien, c'est déjà une première étape d'interprétation par rapport à l'observation, à la transcription diplomatique de ce qu'on voit sur la pierre. Et puis enfin, eh bien, encore mieux, on a accessible directement et sous-jacent, dans un troisième onglet, où on peut le disposer éventuellement autrement, on a le fichier XML avec donc toutes les annotations qui ont abouti aux transformations d'apparence qui s'affichent dans le premier onglet. Mais ce qui est précieux, c'est ça, c'est-à-dire ce sont toutes les notes qui ont été rédigées par les balises, par l'éditeur, où il est obligé, l'éditeur, d'expliciter sa pensée et de justifier pourquoi. Si une lettre apparaît comme pointée, eh bien c'est parce que lui l'a interprétée comme étant. Et donc là, il y a du commentaire très riche, sous-jacent dans ce fichier XML. Et ce fichier XML, eh bien, il est téléchargeable. Ça veut dire qu'il peut être le point de départ pour des annotations complémentaires que vous ferez. L'un aura dans son édition, mis l'accent sur, dit tous les rois hellénistiques, le prochain dira « Oh, mais c'est très intéressant, moi c'est uniquement les problèmes linguistiques qui m'intéressent » et il rajoutera une nouvelle couche d'annotation. Donc, on fonctionne de manière cumulative et non plus pour les de gérer ces biographiques. Ça me paraît extrêmement important aussi. On sait tous la bibliographie, l'effort que ça demande de la refabriquer pour chaque livre qui est édité. Et bien là, vous voyez que nous avons en fait conçu une base commune dans un logiciel que tout le monde utilise, j'espère en tout cas, dans la salle pour gérer ses propres références bibliographiques. Eh bien, les bibliothèques de références Zotero font partie de ce système du faire, c'est-à-dire peuvent être mises en correspondance avec différentes publications, par exemple les IG Louvre d'un côté, là ce que j'appelle autres projets scientifiques, parmi ceux-là il y a les estampades. Nous avons une bibliographie maître, et puis on va chercher dedans, en fonction de ce dont on a besoin, pour la partie d'apparat critique, pour la bibliographie générale, et donc on fait une fois le travail, on le prépare bien, on le nettoie bien, et il est utilisable comme ressource commune pour différents projets. Alors justement, je voudrais en terminer maintenant dans les quelques minutes qui me restent, en vous expliquant comment fonctionne ce principe on fabrique quelque chose qui est commun, qui peut être utilisable par des chercheurs qui publient des inscriptions
puisque tout ça relève de l'épigraphie, dans des langues différentes, mais à partir d'un même système de publication. C'est-à-dire, je vous ai parlé des standards et des langages qui font que les machines dans le monde entier peuvent se connecter les unes aux autres, mais bien sûr, il faut aussi, de temps en temps, fabriquer, puisqu'on est à cette phase de l'acunable et où on fabrique du neuf, on fabrique, on pourrait dire, l'instrument de publication en même temps que le contenu de la publication. Ce qui peut expliquer parfois que ça prenne un peu plus de temps qu'on ne le voudrait. Mais donc, à l'UMR Isoma, à Lyon, nous développons, grâce à la présence dans notre équipe d'une ingénieure qui nous aide pour tous ces projets d'humanité numérique, nous avons développé, en fait, grâce à cet instrument, cet outil, qu'on appelle un TUI Publisher, un kit de publication qui permet effectivement, selon les principes de l'édition épigraphique, qui peut parfaitement être commune à du grec, à du latin, à du sanskrit, à de l'indien, du vieil indien et à de l'ancien égyptien. Et au passage, je vous assure qu'on fait en plus un peu de formation pour d'autres communautés, parce qu'on s'aperçoit que chez les égyptologues et chez les sanskritistes, eh bien, la norme de ce qu'est une édition épigraphique n'est pas du tout aussi développée que chez nous, hellénistes ou latinistes. Alors, donc, eh bien, on leur dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Avec un fichier épidoc, vous allez voir, vous allez avoir absolument tous les ensembles dont vous avez besoin. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, la notion d'apparat critique, qui n'était pas très développée visiblement auparavant dans le sanskrit, eh bien, peut être utilisée grâce au TUI Publisher, que j'utilise aussi pour les IGLOU, et que, par exemple, eh bien, ça permet, quelque chose qui va sembler à tous plus intéressant, d'accrocher les éléments d'apparat critique ou de note critique, c'est-à-dire l'histoire de l'édition du mot, on l'attache directement sur le mot, et pas dans un pavé qu'il est impossible de lire, qui est regroupé sous la partie édition. De la même manière, Laurent Coulon, égyptologue qui donc travaille sur les inscriptions de la cachette de Karnak, lors du workshop commun que nous avons fait d'épigraphie numérique à l'IFAO en juin dernier, a prononcé ces quelques phrases en expliquant que la solution de l'encodage XML-TEI, donc Epidoc, s'est imposée parce que, et vous voyez toutes les qualités qu'il reconnaît par rapport à son projet de recherche. Et donc ça reste, je crois, l'élément clé, c'est qu'on veut faire quelque chose de très précis. Il va falloir que je coupe ce truc parce que sinon ça va se mettre à sonner horriblement. Et ce n'est pas favorable du tout au moment de l'enregistrement et de la diffusion de son image sur Internet. Donc j'ai 1 minute 35 pour faire pause. Bon, et dans 1 minute 35, je vous assure, j'aurai terminé. Donc, on a là un ensemble de, on va dire, d'avantages, de qualités par rapport à un projet qu'on veut faire. Les développements à venir, eh bien, je dirais, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, bien sûr, il faut stabiliser avec quelques outils robustes, comme celui, j'espère, qu'on est en train de fabriquer à Isoma, c'est-à-dire le TUI Publisher. Il faut stabiliser les manières de faire, parce que pour l'instant, eh bien, tout le monde tâtonne. Il n'y a pas encore un modèle d'édition épigraphique qui s'est imposé comme la manière idéale de représenter sur le web un corpus d'inscription. Donc là, je dirais, il y a un boulevard pour des gens qui voudraient se lancer dans des recherches de ce que peut être sur le web un design d'interface véritablement lié à la nouveauté que représente la lecture et la consultation sur un écran. On voit bien l'écran, le problème, c'est qu'immédiatement, il nous met dans un format qu'on va qualifier de à l'italienne. C'est-à-dire, hop, là où on a l'habitude de voir les choses à la verticale, là, on se met à les voir à l'horizontale. Bon, tout ça a des incidences sur la façon dont nous consultons, dont nous lisons, et donc ça nous oblige à repenser le design d'interface. Mais le développement futur, c'est aussi que bientôt,
lorsque suffisamment de données auront été connectées entre elles sur le web, eh bien nous pourrons nous lancer dans des visualisations de ces données et de leurs relations qui, on l'espère, vont pouvoir mettre en évidence des phénomènes tirés de notre balisage XML dont nous avions difficulté à prendre conscience auparavant avec la façon dont nous organisions nos éditions imprimées sur du papier. Alors ça, c'est l'ensemble des relations entre les personnages de Star Wars d'un épisode à l'autre. Bon, vous voyez qu'on peut faire un graphe des relations. Alors, il y a les noms des gens, etc. Il faut regarder ça. Mais donc, c'est une visualisation qui montre qu'il y a des personnages qui ont plus de relations entre eux que d'autres. Bon, on peut rêver de ça éventuellement pour l'expression des relations entre personnes de l'Antiquité, à l'intérieur d'une même cité ou d'une cité à l'autre. Eh bien, d'une cité à l'autre, c'est le travail remarquable qui est fait depuis pas mal d'années, entre l'université d'Oxford et l'université de Stanford sur la République des lettres, c'est-à-dire à partir des lettres qui ont été échangées dans la période plus pré-révolutionnaire en France entre tous les grands noms, Condorcet, Voltaire, Rousseau, eh bien on peut représenter les connexions intellectuelles et les échanges qui existaient à l'intérieur de l'Europe avec des visualisations qui tout d'un coup permettent de comprendre un certain nombre de phénomènes parce que les données ont été préparées par ça. Pour ça. Alors, des défis, il y en a. Et je vous invite à les relever avec nous, qui sommes, on va dire, effectivement lancés dans toutes ces affaires depuis quelque temps. Les défis, eh bien, vous voyez, je pense qu'il faut beaucoup de rigueur intellectuelle et scientifique pour aborder bien un projet d'humanité numérique. Il ne s'agit absolument pas de jouer avec un ordinateur, il s'agit de se coltiner avec des niveaux d'exigence et de logique qui font que, bien souvent, on est confronté, on va dire, on est interpellé par l'obligation d'aller plus loin par rapport à les habitudes que nous avions dans le domaine de l'imprimé. La nécessité de se former un minimum à l'architecture du web, le fait qu'il va falloir aussi que nous convainquions, on va dire, nos institutions qui nous accueillent, qui nous hébergent et qui nous publient aussi, que, il faut du temps pour que les solutions techniques elles deviennent plus accessibles, mais leur mise en œuvre est très time consuming, comme on dit en anglais, et il faut reconnaître que le temps passé à la mise au point de ces questions techniques fait partie de la recherche, parce que ça c'est le plus important. Les choix techniques et intellectuels sont indissociables et il faut en tirer les conséquences, c'est-à-dire il ne faut pas penser qu'on va laisser à un technicien le choix, alors non seulement le choix, mais le soin de l'encodage, et que le chercheur va pouvoir continuer à faire son travail comme il le faisait auparavant. Vous avez sans doute compris, après ce que je vous ai dit, que c'était quelque chose qui impliquait de la part du chercheur une formation minimale, un certain nombre de techniques et de technologies, mais je vous assure, ça n'a rien d'insurmontable. On a déjà appris la grammaire grecque, parfois des choses plus compliquées encore, donc on peut aussi aborder ça. Et puis c'est une école de rigueur qui n'est pas sans apporter quelques satisfactions sur le plan intellectuel. Alors, j'ai parlé des interfaces. Il y a des interfaces à penser à la manière dont un site de référence qui existe depuis une dizaine d'années, mais qu'il a fallu 15 ans pour concevoir. Je vous invite à aller consulter les lettres de Van Gogh à son frère Théo, parce que c'est un modèle néerlandais de design et de pensée subtile sur le fait que les gens veulent voir en simultané s'afficher le manuscrit, la transcription et les notes. Et donc ça, le design d'interface
quelque chose qui inspire encore aujourd'hui tous ces éditeurs d'inscription comme nous, parce qu'on voit bien que là, l'exigence intellectuelle a conduit à un design d'interface extrêmement original et fondateur. Comment se former? Je terminerai là-dessus. Je vous invite à participer à des formations parce que, bien sûr, il ne faut pas du tout croire que le numérique, on se met devant la télé et puis ça marche tout seul. Non, non, il faut faire, practice. Donc ici, on peut reconnaître, je crois, au moins 2 personnes qui sont aujourd'hui dans la salle. Là, moi, je vois Nicolas et là, je vois à côté Adeline. Donc, il y a quelques années déjà. Donc, au cours d'un de ces ateliers de formation, nous en avons fait un en décembre à Lyon. On peut en faire d'autres si vous voulez. Il y en a eu à Athènes l'année dernière, au mois de mai, organisé par Elie Milonas de Brown University, avec lequel donc, nous sommes en partenariat, et à l'invitation de l'Académie. Il y en a un au mois d'avril, régulièrement fait par Gabriel Baudard, qui est un des actifs, les personnes les plus actives dans la communauté. Je vais également en Turquie à la fin du mois d'avril. Vous pouvez aussi quand même aller regarder la télé, c'est-à-dire en fait suivre le cours en ligne du consortium Sunoikissis qui est disponible et que moi je moissonne sur ma propre chaîne YouTube qui s'appelle Visible Words Digital Contextual Epigraphy, puisqu'elle est née dans le contexte de notre programme franco-américain du Partner University Fund. Vous pouvez regarder, il y a des choses extrêmement intéressantes publiées sur des carnets hypothèses, comme les comptes rendus de journées d'études publiées en ligne. Et là, il y a une très bonne journée qui a été organisée au mois de novembre 2017 sur l'interopérabilité. Bon, et on regarde une vidéo tournée à cette occasion. Vous entendez des intervenants, comme moi-même, paraît-il, je vais être mise en ligne après avoir terminé cet enregistrement. Et on peut lire des articles, pas de problème, bien sûr. Ça reste une activité fondamentale. Ils sont tous accessibles en ligne. Je pourrais vous donner les liens si vous voulez. Et puis bientôt, mais il faut me laisser encore le temps de finir mes relectures, d'ici la fin du mois, eh bien, vous aurez un guide en français publié sur le site Visible Words, qui s'appelle aussi Mots à voir, avec un jeu de mots au milieu. C'est-à-dire que dans le cadre de ce programme franco-américain, j'ai conçu, avec l'aide de Nicolas Souchon, qui a été employé quelques mois pour ce faire, un guide des ressources épigraphiques. Et nous avons donc numérique, et nous l'avons rédigé en français parce que c'est vrai que fondamentalement, il y a parfois un petit obstacle à se trouver systématiquement devant des pages en anglais rédigées pour des gens très à l'aise avec l'anglais. Donc là, vous aurez un guide de l'épigraphie numérique qui est un guide un peu critique, enfin au sens où non, on ne dit pas du tout, c'est pas le bulletin épigraphique, hein. Révérence est loin de moi l'idée de concurrencer ou de voire même un peu imiter. Non, c'est un bulletin signalétique. C'est-à-dire, on vous dit ceci existe et voilà à peu près ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est toujours mieux que simplement avoir l'adresse d'un lien et de dire aux gens bah alors allez-y, débrouillez-vous. Et donc là, je pensais qu'effectivement, en signalant et en expliquant au minimum le contenu, eh bien, ça pourrait être plus utile. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie.